387 villes dans la pièce aux rideaux épais, Lumian sentit soudain la substitution miroir à l'intérieur de ses vêtements devenir anormalement froide. Même à travers la chemise en lin, il ne pouvait s'empêcher de frissonner. Sous le faible clair de lune cramoisie, le miroir a perdu son éclat, sa surface ressemblant à de la glace. Lumian savait que Franca était en danger. Sans hésitation, il activa la connexion mystique entre le substitut et sa véritable forme, émettant une faible lumière provenant de la marque noire sur son épaule droite. En un instant, Lumian disparut du lit pour réapparaître dans le salon du 6 rue des Blouses Blanches. Presque simultanément, Lumian vit les environs plongés dans une grisaille étrange, un brouillard obscurcissant le clair de lune cramoisie. Franca était allongée dans un fauteuil inclinable, son corps se contorsionnant comme si elle luttait pour sa survie. Ses yeux couleur lac étaient remplis d'un mélange turbulent d'émotions, colère, peur, anxiété et inquiétude. Une silhouette vague semblait l'encercler. Sa tête essayait de bouger, mais ses mouvements étaient retenus par des fils invisibles. Soudain, le bruit des clous grattant sur un tableau noir agressa leurs sens, des mots incompréhensibles transperçant leur corps spirituel. Leur conscience s'est envolée jusqu'à ce qu'ils atteignent un vide sombre scintillant d'innombrables étoiles. Dans les hauteurs les plus élevées de ce vide, des symboles mystérieux tourbillonnaient, leurs formes indescriptibles. Ils se sont regroupés en une porte dynamique d'un autre monde qui a défié l'intrusion même de la lumière cramoisie de la lune. Les esprits de Lumian et Franca étaient inexorablement attirés vers la porte. Alors qu'ils s'approchaient, une voix faible émanait de l'intérieur, une voix qui semblait contenir les secrets de l'univers entier, ainsi que la folie, l'autodestruction et les ténèbres qui se cachaient dans chaque cœur. À chaque pas vers la porte dynamique, les divagations exaspérantes devenaient plus intenses, provoquant des palpitations d'agonie dans leur tête. Pourtant, un besoin primordial et irrésistible les a contraints à entrer, à fusionner avec l'entité sans forme derrière la porte et à participer à un pacte clandestin qui promettait des connaissances essentielles, primordiales, extraordinaires et puissantes. Au milieu de la mer de symboles incompréhensibles, la porte était légèrement entr'ouverte, laissant passer des entités invisibles. Avec un bourdonnement retentissant, les esprits de Lumian et Franca furent plongés dans un état de vide, comme frappés par une force implacable. Les délires chaotiques qu'ils avaient entendus se sont fusionnés en entités grotesques et sombres qui ont rongé leur corps d'âme et leur corps physique. Les yeux de Franca s'écarquillèrent et ses cheveux couleur de lin flottèrent dans l'air sans vent, s'épaississant vaguement. Du sang coulait du coin de ses yeux, de ses narines, de ses oreilles, de sa bouche et de ses pores, comme si un démon essayait de séparer sa chair de sa peau. Les pensées de Franca étaient dans un état de désordre intense, comme si un humain avait été jeté dans un mixeur d'usine. Saisissant l'instant, le raid qui avait été attaché à Franca se détacha de la démone du plaisir. Ce raid, vêtu d'un élégant costume noir, ses yeux scintillant d'une sinistre teinte verte, poussa un cri perçant. Un son fracassant cacophonique, à la fois illusoire et réel, remplit la pièce alors que le corps de Franca disparaissait du fauteuil inclinable et réapparaissait dans la chambre. Sous le reflet du miroir brisé sur le fauteuil inclinable, Lumian, bien que toujours affecté par les délires et les cris, s'en sort mieux que Franca. Malgré les maux de tête atroces, les pensées dispersées et les capillaires rompus à divers endroits, il a conservé un semblant de réaction instinctive et de cognition de base. Son visage se tordit grotesquement au milieu du sang, mais il tint bon. L'instant suivant, le raid disparut du fauteuil inclinable et se manifesta dans les yeux bleus de Lumian. Son esprit s'est instantanément embué et son corps est devenu glacial, comme si son sang s'était transformé en glace. Toujours capable de réfléchir, Lumian utilisa rapidement sa capacité de traverser du monde spirituel pour s'échapper de la pièce, se téléportant à plusieurs centaines de mètres. Il comprit qu'un marionnettiste ne pouvait pas naturellement se transformer en raid, et que le raid qui le possédait était probablement une marionnette. Avec leur style de combat distinctif, il était improbable pour un marionnettiste de s'engager directement. Par conséquent, une fois que la marionnette était hors de portée du marionnettiste, elle perdait le contrôle et devenait inutile. Le moment venu, Lumian se téléporterait et tenterait d'emmener Franca. Même si cela le laisserait essentiellement incapable, cela désactiverait également la marionnette de Loki. L'adversaire devrait alors décider s'il devait lancer un assaut direct ou battre en retraite avec prudence, car il ne pouvait pas prédire combien de téléportations la spiritualité de Lumian pourrait supporter ou une capacité inhabituelle pour un pyromane. L'évaluation de Loki n'est peut-être pas tout à fait exacte à cet égard. Juste au moment où Lumian était sur le point d'activer sa marque de traversée du monde spirituel, il entendit une voix magnétique, abandonnée. Les mots transpercèrent le corps spirituel de Lumian, perturbant ses intentions. Par la suite, ses pensées sont devenues lentes et son corps s'est raidi. La voix magnétique rit doucement. « Je ne sais pas quel genre de piège vous avez tendu dans votre chambre, mais il implique probablement Ella, n'est-ce pas? Après tout, sans sa coopération, vous n'auriez pas pu vous faire passer pour un moldu et infiltrer la société de recherche, n'est-ce pas? Lumian Lee, le frère d'Aurore Lee, j'ai vu votre avis de recherche. À Trèves, le Beyondé le plus facile à rencontrer est celui du Hunter. C'est pourquoi il y a un dicton. Ne combattez jamais un chasseur sur son territoire. Personne ne sait quel genre de piège étrange les chasseurs ont tendu dans leur territoire. Je ne voulais pas prendre ce risque,
et je n'avais pas non plus prévu d'affronter Ella directement. Bien que je ne sois pas trop préoccupé par elle à moins qu'elle n'ait trouvé un moyen de devenir un demi-dieu, pourquoi devrais-je l'engager sur le territoire d'un chasseur? Mon choix était d'organiser une attaque surprise sur Idenblad, vous éloignant de votre territoire pour combattre sur un terrain de mon choix. Après la reconnaissance de cet après-midi, j'ai confirmé que vous possédez tous les deux un objet capable de surveiller l'état de chacun ou une connexion mystique, probablement l'échange de substitution miroir. Et vous êtes-vous déjà demandé ce que faisait mon autre marionnette pendant ce temps? En vérité, je n'ai pas l'intention de tuer Idenblad ou de la transformer en marionnette. Une démone vivante sert mieux mes objectifs. Je peux utiliser cette rencontre pour la faire souffrir et la faire désespérer. Lorsqu'elle passera à la séquence 4 en utilisant cela, j'aurai une marionnette demi-dieu. La voix ne contenait aucune provocation, mais chaque mot déclenchait une rage brûlante au sein de Lumian. Ces mots ont continué à perturber l'esprit et le corps spirituel de Lumian, interférant avec ses capacités. Avec la double contrainte de possession rette et de marionnettiste, Lumian ressemblait à une statue, incapable de parler ou de bouger. Il resta figé, attendant le verdict inexorable du sort. Un mince brouillard gris enveloppait la pièce, isolant tout bruit du monde extérieur. La voix magnétique rit à nouveau, ses paroles provocatrices continuant. Cela n'aurait vraiment pas dû être si compliqué, mais voyez-vous, vous avez un individu de haut rang enfermé en vous. Pour assurer ma propre sécurité, la seule option est de vous transformer en marionnette. Je n'ai aucune envie d'affronter un être de haut rang après votre disparition. Qui sait s'il me remerciera ou s'il m'achèvera en cours de route. En effet, lorsque vous êtes apparu à la réunion et que vous avez rejoint notre équipe du Poisson d'Avril, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je soupçonnais que Moldu avait utilisé un sceau pour échapper à la fragmentation de son âme. Je ne savais pas qu'elle était vraiment décédée. Vous êtes son frère. Ah, je me souviens encore, à la fin de l'année dernière, chaque fois qu'elle assistait à un rassemblement, elle cherchait je connais quelqu'un pour traiter ses problèmes psychologiques et les dangers cachés résultant de l'utilisation inappropriée du sort d'invocation d'âme. Et je sais que quelqu'un nous divulguait à chaque fois sa douleur, ses luttes, ses vulnérabilités et ses transformations. C'est assez ignoble, complètement contraire au principe d'un médecin, mais c'est amusant et intéressant. Cela nous a donné un sentiment d'accomplissement et nous a tous fait rire. En entendant cela, l'esprit de Lumian bourdonna. Il avait été légèrement agacé par les critiques précédentes de Loki, mais maintenant, alors que Loki racontait les expériences d'Aurore, sa colère atteignit un point d'ébullition. Aurore était vraiment malade et cherchait à se faire soigner par un médecin. Cependant, non seulement ce médecin la protégeait, mais il s'amusait également de ses souffrances. Il a violé à plusieurs reprises sa vie privée, partageant ses luttes et ses maladies avec d'autres, les amenant à se moquer d'elle dans son dos. Ce qui rendait la situation encore plus méprisable, c'était que ce groupe d'individus avait vendu à Aurore le sort d'invocation d'âme. Bon sang. Chacun d'entre eux mérite la mort. Ils méritent, la manière la plus tragique, de mourir. Bien que l'esprit de Lumian soit resté pris au piège de la stase, sa colère a finalement éclaté. Cela traversa son esprit et pénétra dans sa chair. Il ne pouvait pas le contrôler, pas sous l'interférence constante. Des flammes pourpres jaillirent du corps de Lumian et de petites vrilles rouges dépassaient de ses yeux, rayonnant une teinte rouge sans malveillante. C'était un précurseur de la perte de contrôle. Si cela continue, il perdra vraiment le contrôle. Mais Lumian n'a ressenti aucune peur. Au lieu de cela, il a coopéré. Même si je perds le contrôle et me transforme en monstre, ou en fou, je vais vous entraîner, vous tous, dans l'abîme. S'appuyant sur la réaction instinctive de son corps, des flammes pourpres se propagent dans toutes les directions, incinérant le rette, enflammant les meubles et provoquant un incendie. Malheureusement, cette attaque enflammée s'est avérée inefficace contre la marionnette en forme de Rhett et Loki, qui sont restés cachés quelque part hors de portée des flammes. Son seul but, pendant ces 2 brèves secondes, était de perturber la voie magnétique. C'est inutile. Je sais que votre objectif principal est d'utiliser les flammes pour signaler l'aide du monde extérieur plutôt que de m'attaquer directement. Mais j'ai déjà trompé Idenblad. Malgré mes prétentions d'accélérer la progression, j'ai en fait exploité la puissance du brouillard gris pour créer un environnement unique qui isole les informations ici. Bien que vous puissiez effectivement briser la barrière de brouillard résiduel si vous faites tout votre possible, puisque je ne peux pas demander trop puissance, je ne peux pas permettre cela. Alors que Loki finissait de parler, une aura frénétique, terrifiante, violente et exagérée explosa du corps de Lumian. Il déchiqueta le mince brouillard et s'élança vers le ciel.